Merci à l'Université de Bourgogne et à l'Association pour la diffusion de la recherche internationale en psychologie sociale d'avoir organisé ce congrès sur l'histoire de notre discipline. Pourquoi, dans ce cadre, faire un séminaire d'André de Mailly? Tout d'abord, c'est l'un des fondateurs de la psychologie sociale à l'université Paul Valéry de Montpellier en 1968. Ensuite, il a contribué au développement du parcours professionnel sur la psychologie sociale du travail et des organisations jusqu'à sa retraite en 2002. De sévères problèmes de santé ne lui permettent pas d'intervenir dans ce congrès. Étant l'un de ses anciens étudiants, devenu ensuite son collègue et ami, j'ai été sollicité pour faire un film sur lui. J'essaye donc de restituer sa parole en ayant travaillé avec lui et son épouse Elisabeth. Nous avons choisi d'illustrer sous la forme d'un séminaire sa passion pour les travaux de 4 grands chercheurs. Robert Pagès, Herbert Simon, prix Nobel d'économie, Henry Mintzberg et Jared Diamond. Ils ont tous contribué au développement de la science et des organisations, dans une perspective transdisciplinaire. Ils nous permettent de comprendre comment fonctionnent, voire dysfonctionnent les humains, et en particulier leur mode de pensée, leur prise de décision et surtout leurs actions organisées pour s'adapter ou non à leur environnement. Or, de nos jours, il est impératif de prendre en compte ces questions environnementales. Ce film a été réalisé au moyen d'un montage de diverses formations animées par de Mailly et filmées par le docteur Jacques Mirmont en 2007. Elles étaient destinées à différentes catégories socio-professionnelles du secteur médico-social. Et il est important de prendre en compte ce contexte, à la fois le public et l'année. J'espère que ce travail de co-construction d'une mémoire individuelle et sociale pourra contribuer modestement à l'histoire de notre discipline. Toutefois, cette approche peut paraître paradoxale. Ainsi, Pétard, Kalampalidis et Delouvet ont analysé en 2001 plusieurs chapitres sur l'histoire de la psychologie sociale dans des manuels. Avec leur recul historique de chercheurs, ils ont souligné les limites de certaines recherches emblématiques de notre discipline. Dans une recherche sur l'identité des psychologues que j'ai coordonnée pour la mission interministérielle Recherche-Expérimentation, nous avons insisté sur les paradoxes et les contradictions dans les quêtes identitaires des groupes. Cette recherche publiée en 1992, dans le numéro 46 du bulletin de psychologie, est accessible sur le portail Percé. Faire un film suppose de contrôler plusieurs systèmes de communication complexes, selon l'expression de Rodolphe Guiglione en 1986. Les humains ont réussi à élaborer au fil du temps ces systèmes de communication pour élaborer leur pensée symbolique, qui a été étudiée entre autres par Jean Piaget dès 1937. Ils ont notamment su maîtriser des images, des dessins rupestres aux bandes dessinées de nos jours, des sons pour élaborer une parole et donc raconter des récits par exemple. Des formes d'écriture très différentes d'une société à une autre, puis le cinéma et enfin Internet ont permis de combiner tous ces moyens pour créer une illusion dynamique de la vie. Cette illusion facilite diverses formes de transmission dans le monde entier. Pour clore ce préambule, je cite Schachter, qui a écrit en 1999 « Les personnes qui sont assez arrogantes pour ignorer les histoires de leurs années
sont finalement condamnés à répéter les erreurs du passé. Je prends volontiers cette réflexion comme un encouragement à poursuivre ce type d'initiative visant à transmettre certaines leçons du passé utiles à la prospective. Je vais commencer par quelqu'un que vous connaissez peu, mais dont je vous ai parlé un petit peu, c'est Robert Pagès, mon patron. Hein, dont la vocation pour la lutte contre l'organicisme social, en fait, est née de ses expériences militantes au cours de la guerre 40-45. C'est-à-dire qu'il a fait partie de petits groupes révolutionnaires qui étaient à la fois résistants contre l'allemand, mais aussi révolutionnaires. Ils avaient un projet, c'était des groupes marxistes en fait. C'est ce qui explique qu'il est passé de... Il était d'abord libertaire, puis ensuite il est devenu marxiste, après il est devenu communiste, après il est devenu trotskiste, pour devenir libertaire. Et à la fin, n'en pouvant plus, il s'est dit, il faut absolument que je fasse de la recherche scientifique, un peu moins idéologique ou organiciste des groupes, et éviter ce genre de bévus. Il appelait ça des omnubilations. Qui amènent les gens à faire des conneries au nom des plus grandes idées. En fait, si vous voulez, c'est dans ces petits groupes qu'on voit naître le terrorisme. Mais en tout cas, Pagès a au moins eu la volonté, si vous voulez, de créer des concepts qui, disons, nous sortent un petit peu de la gangue organiciste ou des images qui nous reviennent constamment et qui, disons, je ne dis pas pervertissent, mais dévoient un peu notre esprit. À chaque fois, c'est les mêmes images qui nous font voir les choses de telle manière, plutôt que d'une manière, disons, un petit peu plus nouvelle, plus originale, peut-être plus objective. Et il avait été l'élève de Canguilhem, mais enfin, sur le plan scientifique, Canguilhem était très bien, c'était vraiment un des fondateurs de l'épistémologie française, de la réflexion sur la science. Et Canguilhem était le partisan, si vous voulez, d'un important travail conceptuel. Il disait, bien souvent, les concepts sont plus importants que les faits. Parce que si on a des faits, mais pas les concepts pour les interpréter, et Pagès avait repris la leçon, et il a cherché à nous donner des concepts qui, notamment pour l'idée de groupe social, qui soit, disons, épuré de cette gangue qui nous revient sans cesse. Et alors, il a, pour l'individu humain, il a pris le concept de nœud. Donc, vous voyez, c'est un concept très épuré. Le nœud, il le prenait dans la géométrie. Le nœud à l'intersection de plusieurs arêtes. Alors, pour lui, vous voyez, le nœud humain, c'est un mammifère homéotherme. Donc, l'arête mammifère, l'arête homéothermie. Fortement, disons, démarqué du monde extérieur. On marche... On n'est pas une liane ou un lierre plaqué sur un arbre, on a de la mobilité, fortement interconnecté. Donc il y a beaucoup d'homéostasie, etc. Avec aussi, il donnait beaucoup une possibilité de sommeil paradoxal et de rêve, qui se rattache également aux autres mammifères qu'il appelait des quasi-nœuds. Donc le nœud humain en fait, se décompose en deux variétés. Il y a l'égoneux, qui est la variété individuelle. Oui. Donc, en fait, c'est un peu tout ce que j'ai dit. Mais vous avez quand même le socioneux. C'est la variété de l'homme en groupe. Mais qui n'est pas un égoneux, parce que il n'y a pas de forte démarcation, il n'y a pas de forte interconnexion
des égonœuds qui forment le socionœud. Hein. Et le socionœud n'a que disons, des fonctions altérées de l'égonœud. Hein. Par exemple, l'égonœud a tous les moyens de percevoir, d'apprendre, les moyens de la connaissance. Hein. Le socionœud n'en a pas de propre. Hein. Ça lui arrive de ses divers membres. Donc c'est par exemple au niveau cognitif ou perceptif aussi, il n'y a pas cette cette intégration. Hein. Il y a plutôt une fonction qui est altérée. Enfin, il y a, disons, quelques substituts. Au niveau qu'il appelle de l'orexie, c'est-à-dire il dit, voilà, dans le nœud humain, vous avez une fonction qui consiste à avoir envie de changer, hein, et de décider de changer. Hein, donc, en quelque sorte, c'est la motivation, mais aussi c'est aussi la décision. Aller dans tel sens, hein, c'est très fort dans chaque individu. Hein, cette fonction qu'il appelle orectique. Hein, ça ne va pas, donc il faut que je fasse autre chose, et je vais faire ceci. Hein. D'ailleurs, le plus emmerdant, c'est ça ne va pas, il faut que je fasse quelque chose, mais quoi faire? Hein. En général, il vaut mieux dire je vais faire ceci. Hein. Au moins, on s'occupe. Et même dans l'action, hein, autant un individu, on peut contrôler ce qu'il fait, hein, savoir également ce que fait sa main droite, c'est ce que fait sa main gauche. Hein, il faut être vraiment con pour mettre sa main sur le feu par un téléphone. Hein, en général, au moins on se met dans la poche, c'est plus chiant. Hein. Non mais bon, il y a quand même une espèce de contrôle général. Bon. Tandis que dans les socionœuds, un tel peut faire la plus grande connerie sans que les autres s'en aperçoivent, etc. Hein. On a une absence de contrôle véritable, à la fois au niveau des paroles et au niveau des actions. Hein. Donc, si vous voulez, le socionœud, par certains côtés, ça ressemble à l'égoneux, mais de manière extrêmement altérée et dégradée. Hein. Et on ne peut effectivement améliorer un socionœud qu'en y ajoutant, mais de manière, disons, délibérée, des fonctions de contrôle, par exemple des audits, de conservation des connaissances, des bibliothèques, Internet, c'est un magnifique outil pour les socioneux en principe. Hein. Hein. Ou des fonctions de partage de ce qui a été fait. Hein, des expériences, etc. Hein. Mais c'est quelque chose en fait de très construit et de très délibéré qu'il faut mettre en place. Hein. Et ne pas attendre la crise. Il faut quand même que je vous dise un peu aussi les autres variations du nœud, hein, qui existent chez Pagès. Par exemple, il parle d'inneux, hein, IN devant le nœud. Hein. Alors l'inneux, c'est les fondements matériels et physiologiques du nœud. Alors les aneux, c'est tout ce qui est création d'objets artificiels par l'homme. Par exemple, l'ordinateur a des propriétés peut-être nodales, hein, il peut penser un petit peu, enfin, il peut faire des opérations, mais foncièrement, c'est un objet matériel, hein, qui n'est pas un nœud. Il n'a pas d'homéostase, et même ses capacités d'apprentissage sont relativement maigres, c'est plutôt des programmes qu'on lui donne, mais il faut lui donner. Hein. Et ce qui est très marrant, c'est que Pagès s'intéressait surtout aux aneux, disons, de type sémique, c'est-à-dire tout ce qui est support de parole. La parole, pour lui, c'est un aneux. Hein. Par exemple, vous pouvez réécouter du Brassens, hein, vous écoutez de l'aneux. Alors, après, il y a les nœuds, avec un « et » devant. Alors, les nœuds, c'était l'autre objet de la haine de Pagès. Ouais. Hein, les nœuds, c'est les productions, disons, soit idéales, soit idéologiques de l'homme. En fait, des productions qui n'ont aucune existence. Hein, par exemple, idéal, c'est le point, c'est la ligne, c'est le cercle parfait, c'est, disons, les objets géométriques parfaits, hein, que l'homme a produits, mais qu'on ne retrouve quasiment pas dans la nature. Hein.
et qui vont donner lieu à des tas de calculs, à des tas de théorèmes, etc., mais qui sont également des constructions de l'esprit, en quelque sorte. Mais qui, parfois, ont un rapport avec la réalité. L'aineux peut être la source du meilleur et du pire. Dans ce cas de meilleur, c'est les maths. Mais alors, le pire, ce qu'ils voyaient, c'était les idéologies. Alors, les idéologies, c'est des constructions purement irréelles, et qui n'ont, en fait, en tant que telles, puisque c'est irréel, ne peuvent avoir aucun pouvoir causal sur chacun de nous. Donc là, on a dit c'est très très fort ce qu'il a dit, mais bon, bien sûr, son message n'est pas passé. Il a écrit ça en 86, et ses expériences militantes de résistance, c'était quand même 40-46. Il a fallu 40 ans pour qu'il sorte ce système. Bon, bien sûr, il a dû le mijoter, mais enfin, il a quand même fallu 40 ans pour qu'il sorte à ce niveau d'élaboration. Les relations d'un nœud à un autre, d'un individu à un autre, ou bien d'un nœud à un socio-nœud, peuvent être d'une extrême variété. Dans certains cas, il faut des masses de lettres, de discours, etc., pour faire bouger d'un poil telle personne ou telle société. Dans un autre cas, il va suffire de 2 fois rien pour provoquer une révolution. Et on ne sait pas trop bien comment ça s'est goupillé. Donc c'est ce qu'il appelle l'emprise, et c'est très intéressant parce que vous avez une auto-emprise. On se modifie également soi-même. Vous avez aussi des résistances en emprise, vous avez des trucs comme ça qu'il a explorés, et c'est très, très intéressant de voir comment ça se passe. Monsieur le professeur, comment se fait-il que si peu d'intellectuels français ou européens connaissent votre œuvre? It becomes increasingly important that we should achieve communication and synthesis between the sciences and the humanities. Il devient de plus en plus important que nous puissions établir cette synthèse entre les sciences et les humanités. We hear a great deal today of alienation of persons outside the magic circle of technology from this, what is often perceived as mechanization of our society. Nous entendons souvent parler de l'aliénation des hommes hors du champ de la technologie, dans ce qui est conçu comme étant, dans ce qui est vu comme étant une mécanisation croissante de notre société. President of the university, and all of you who are present for making this very wonderful occasion possible for me. Alors, Herbert Simon, c'est un Américain, mais qui s'est attaqué, si vous voulez, à 2 entités supra-individuelles plus typiquement américaines, en quelque sorte. C'est l'idée d'une rationalité substantive parfaite, qui aurait d'une logique substantive, c'est-à-dire qui nous dominerait, mais à laquelle on pourrait faire appel pour prendre des décisions en paix parfaite. Quelque chose qui serait au-dessus de nous et qui pourrait éventuellement inspirer nos décisions. Et l'autre entité supra-individuelle, qui est très, très forte chez les Américains, c'est l'idée du marché. Une espèce de marché qu'on se représente comme un système, un vaste système de régulation internationale. Intelligent, où les offres équilibrent les demandes, et où tout va vers un équilibre général qui est le plus satisfaisant possible. Donc Simon a, pour combattre ça, a lancé l'idée de limite de la rationalité individuelle. Alors il y a une très belle image qu'il propose pour les limites externes de la rationalité individuelle. Il dit « Chacun de nous ne contrôle jamais la totalité d'une situation. Il ne fait que la découvrir au fur et à mesure qu'il avance. » C'est
c'est l'exemple du labyrinthe. Hein, on est tous dans un labyrinthe, on avance en tâtonnant, et à chaque fois on tombe sur des carrefours. Hein, et à chaque fois, il faut prendre une décision, aller à droite, aller à gauche, aller devant, sans être sûr qu'elle est meilleure que l'autre. Hein. Mais ce faisant, on a pris une direction et on ne sait jamais ce qu'auraient donné les autres. Hein. Et on n'est jamais capable de voir à quoi conduisent les autres. Hein. On est dedans, comme le rat. Et collectivement, c'est encore pire. Parce qu'on voit des gens revenir, bon, ils sont tombés sur des impasses, etc. Et bon. Donc c'est l'idée de limites externes, mais aussi à la limite interne, hein, c'est-à-dire des limites, par exemple, de traitement cognitif, c'est-à-dire on ne peut traiter que quelques données à la fois, hein, sinon on est débordé. Hein, on a une mémoire, disons, de travail, hein, une mémoire immédiate qui est extrêmement limitée. Hein. Alors, bien sûr, elle marche très bien, elle est rapide, mais elle est obligée constamment de se décharger sur la mémoire à long terme, hein, laquelle est incontrôlable. Hein, vous connaissez l'esprit d'escalier, hein, vous avez besoin de quelque chose, ça n'arrive pas, ça ne revient pas. Puis il suffit que vous quittiez la maison, ou la séance d'oral, où vous a interrogé pour dire « Ah, mais ça y est, je l'ai retrouvé !» hein, ça, mais ou bien c'est la mémoire un peu du rêve aussi. Il y a des choses de la mémoire à long terme qui reviennent pendant le rêve, mais jamais quand on en a besoin. Hein. Et il dit aussi, bon, il y a aussi des très faibles capacités d'attention. Hein. L'attention, c'est finalement ce qu'on a de plus rare. Hein. Et bien souvent, on est rappelé à l'ordre au dernier moment, hein, quand on manque de se faire écraser par une voiture. Hein, bon, à ce moment-là, il y a un sursaut qui nous remet en phase avec la réalité, mais notre attention, hein, si on la porte sur quelque chose, on ne la porte pas sur autre chose. Hein. Donc on est limité de tous les côtés. Hein. Moi, j'évite de mélanger ce que je fais à la maison avec ce que je fais au travail, c'est compartimenté. Hein. Je compartimente aussi mes relations avec les gens. Il y a des gens de telle catégorie, j'évite de mélanger avec d'autres de notre catégorie. Enfin, bon, ça me simplifie la vie. Hein. Ou bien c'est l'idée de sélectionner l'information. C'est-à-dire, il y a, quand ça vient de tel journal ou de telle personne, j'écoute. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, je laisse tomber. Hein. Je sélectionne. Donc j'ai moins de choses à traiter. Mais en même temps, il se peut que je laisse de côté des choses extrêmement importantes. Hein. Parce que je n'ai pas le temps de les traiter. Et puis bon, j'ai fait un choix. Bon. Ou bien les routines, disons la reprise de routines familières. Hein. On sait bien faire telle chose de telle manière, mais on va appliquer cette procédure à n'importe quoi. Enfin, à des choses qui en fait ne sont pas pertinentes. Hein, on essaie de faire entrer là aussi le problème qui se présente dans une procédure qu'on connaît. Hein, plutôt de construire une procédure, disons, tout à fait originale et nouvelle pour l'adapter à la situation. Alors, dernière chose, justement, c'est un principe qu'on pourrait appeler de satisfait comme, de satisfait site. Dès que ça marche à peu près, on est content. On ronronne. Là, il disait, ce qui se passe dans les organisations, c'est exactement ce qui se passe dans la vie quotidienne de chacun. Hein. Mais c'est encore pire dans les organisations. C'est les propensions individuelles. Par exemple, la première compartimentalisation, c'est la spécialisation des postes. C'est la parcellisation du travail. Hein. C'est le fait de mettre les gens sur des tâches relativement limitées. Hein. Bon, mais alors au prix de la coordination. Il n'y a plus de coordination. Alors, deuxième élément, par exemple, pour sélection d'informations, dans les organisations, il y a une information qui est extrêmement filtrée, hein, mais en plus canalisée suivant les départements, etc. Hein. C'est-à-dire que chacun a l'information jugée pertinente pour lui, mais pas le reste. Hein, donc, il est vraiment le nez dans le guidon. Hein, où il y a même la canalisation des informations, des capteurs d'attention. Hein. Par exemple, les primes. Hein, si vous faites ceci, cela, vous aurez une prime. Bon.
Genre, et pendant ce temps-là, vous ne regardez pas le reste. Alors, regardez les examens. Hein. Les examens, c'est des capteurs d'attention formidables. Hein. Vous avez l'examen, donc on arrête tout le reste. Hein. Plus de cinéma. Hein. Ensuite, les routines, les procédures d'action familière, ça devient le règlement. Hein. L'organisation impose d'utiliser telle procédure et pas les autres. Hein. Donc, en fait, c'est des procédures qui ont marché dans le passé, mais qu'on impose à présent dans l'organisation pour régler des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Hein. Sinon, vous êtes puni. Il dit quand même que ce soit au niveau individuel ou organisationnel, il y a quand même des moments où ça marche tellement mal qu'il faut quand même changer. Hein. Il y a un sursaut vital. Hein. Alors, pour l'individu, il y a deux solutions, deux grandes solutions. C'est d'abord chunker différemment les données. Hein. Alors, chunker, si vous voulez, c'est les regrouper comme chunk, un morceau de sucre, un chunk de sucre, ou un morceau de musique, si vous voulez. Alors, regardez, c'est très net pour la musique, surtout pour les chansons. Hein. Il est très facile de chunker une chanson. Hein. Bien connue de Brel, de Brassens, etc. On les connaît d'un bout à l'autre. Hein. Il suffit de donner les deux premiers mots, clac, c'est chunké. Et il y a surtout les heuristiques. Les heuristiques, si vous voulez, c'est une démarche rusée hein, qui permet de contourner l'obstacle ou de surmonter avec, disons, une économie d'effort. Hein. C'est-à-dire, c'est l'astuce qui permet d'aller au résultat sans être, disons, dans l'algorithme, dans le truc systématique, mais fastidieux. Mais regardez, l'une des premières grandes heuristiques, c'était le cheval de Troie. Hein, les Grecs avaient essayé pendant 10 ans d'attaquer de front les Troyens, c'est-à-dire d'aller chez les Troyens, et la grande astuce, c'est de dire on va faire en sorte que les Troyens nous amènent chez eux. Hein. En vous disant quand même que chez Simon, c'est vraiment là qu'on a la vision la plus fine de l'organisation comme une construction artificielle. Hein, c'est quelque chose qu'on est obligé de créer pour atteindre un objectif. Hein, donc, en fonction des contingences du moment, hein, et aussi avec les moyens du moment. Hein. Alors, bien sûr, il y a toujours des éléments naturels. Alors, regardez, là, Simon compare souvent une organisation humaine à la construction d'un avion. Hein. Bon, effectivement, l'avion doit respecter des contraintes naturelles. Hein, résistance de l'air, etc. Bon, ça, c'est du naturel. Hein. Mais très vite, dans l'aviation, une fois que l'avion vole, vous avez les contingences du moment qui prennent le pas, très rapidement. Regardez, on avait des avions extraordinaires qui volaient à Mach 3 ou 4 il y a encore 15 ans. Hein. Ils sont devenus obsolètes dès le moment où il y a eu l'exigence ou la contrainte de furtivité, qui est vraiment contingente, c'est-à-dire ça dépend des radars de l'adversaire. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec le vol. Hein. Simplement, là, être pris par les radars ou pas. Hein. C'est une contingence. Hein. 20 ans plus tard, ça aurait été une autre contingence. Par exemple, une contingence de consommation d'énergie ou autre. C'est Henry Mintzberg, c'est un Canadien anglais qui a proposé un modèle, si vous voulez, très, très pratique. En fait, est une configuration qui regroupe 5 composants, disons, essentiels. Il y a le sommet stratégique. En principe, c'est celui qui dirige. Hein. Ça devrait être la tête, en quelque sorte. Vous avez le cœur opérationnel, c'est ceux qui exécutent la base. Hein. Vous avez l'ensemble intermédiaire, c'est-à-dire l'encadrement moyen, c'est la courroie de transmission, si vous voulez. Et puis, de part et d'autre, un petit peu comme le cœur et, je sais pas où, le foie un peu plus bas, vous auriez d'un côté la technostructure
c'est-à-dire en fait l'ensemble des codes, des procédures qui ont été explicités pour faire marcher la boîte. Ça, c'est le quatrième pôle. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle l'ensemble logistique, qui est extrêmement varié. Il y a eu une espèce d'évolution des organisations. Bon, bien sûr, ils pensaient quand même aux organisations de production, mais enfin, il n'y a pas que ça. Hein. On peut très bien y ranger les hôpitaux, tout ça. Alors, par exemple, vous avez la structure simple. La structure simple, c'est en quelque sorte des vieilles entreprises de maçonnerie du passé, mais enfin qui existent encore beaucoup, hein, surtout en province, mais aussi, par exemple, les petits restaurants. Hein. Alors là, toutes ces composantes sont en fait presque réunies dans le sommet stratégique, c'est le patron. Hein, c'est le patron qui se trouve des contrats, qui décide de ce qu'on va faire dans la journée, qui répartit le travail, hein, qui paye ses ouvriers, qui fait les fiches d'impôts. Finalement, il a tout dans sa tête, c'est-à-dire il a presque pas de cadre. Bon, il a peut-être un ou deux chefs de chantier, etc., ou bien de second de restaurant, mais c'est des gens qui travaillent comme les autres. Hein. Et même le patron, parfois, met la main à la pâte. Hein. Donc finalement, dans ces boîtes-là, chacun sait faire à peu près tout ce que fait les autres. Hein. Il y a très peu de procédures écrites, il y a très peu de technostructures. Hein. Tout ça, bon, c'est souvent de l'implicite. Hein. Et il y a très peu aussi de logistique. Hein. Même si dans les restaurants, bon, vous avez quand même la cuisine. Hein. Mais bon, ça ne va pas loin. Hein. Et dans les petites entreprises de maçonnerie, là, souvent c'est loué. Hein. On loue le camion, on loue la bétonneuse, etc. Mais ça marche très bien. Parce que c'est des tâches relativement simples. Hein. Et ça commence à déconner dès qu'il dépasse 10. Alors le patron commence à péter les plombs. C'est un système qui marche très bien, mais jusqu'à une certaine taille, et pour des tâches relativement peu complexes. Et un marché relativement peu incertain. Hein. Alors, un autre système organisationnel relativement ancien, hein, c'est ce qu'on appelle les bureaucraties professionnelles. Alors, dans ce cas-là, c'est un petit peu l'inverse de la structure simple, c'est que le cœur de la configuration réside dans le cœur opérationnel, justement. Le pouvoir et la régulation se font au niveau de ceux qui exécutent. Hein. Alors c'est le cas, par exemple, de l'éducation nationale, mais aussi le cas des hôpitaux. Hein. Si vous voulez, dans l'éducation nationale, les rois, ce sont les enseignants, hein, surtout au niveau des universités. Les enseignants ont tous les droits. Hein. Et dans les hôpitaux, bien sûr, les rois, ce sont les médecins, surtout les chefs de service. Hein. Bon, alors bien sûr, dans les deux cas, il y a un sommet stratégique, mais essentiellement administratif. Hein. Alors, si vous voulez, dans les universités, c'est représenté par le secrétaire général. Hein. Mais en fait, on voit déjà qu'il y a un double pouvoir. Il y a le secrétaire général et le président qui est déjà un enseignant dans les universités. Et dans les hôpitaux, c'est encore mieux. Hein. Là, on a le directeur général qui est un administratif, hein, mais qui a affaire avec la commission médicale, hein, qui représente le véritable pouvoir, en fait. Hein. Enfin, il y a quand même plus de tension. Je vous parle plutôt de l'hôpital de l'université d'il y a 20 ans ou 30 ans, si vous voulez. Hein, parce qu'il y a donc des changements qui s'opèrent actuellement, parce que le système était devenu invivable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la régulation, en principe, dans ces organisations-là, se fait par les compétences. C'est-à-dire que vous avez dans ce genre de système des tas de féodalités ou de forteresses, hein, soit les services, soit les disciplines, etc., hein, qui sont extrêmement surveillés, hein, et on ouvre la porte qu'à ceux qui sont soi-disant compétents pour y entrer. Donc c'est la compétence qui est en principe le critère d'ouverture-fermeture de ce genre d'organisation. Hein. Mais alors, il y a un truc vicieux, c'est que la compétence est attestée par le diplôme. C'est-à-dire que finalement,
une fois que la personne est introduite dans la place en fonction de son diplôme, on ne contrôle plus jamais ses compétences effectives. Hein. C'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie. Hein. C'est une régulation par les compétences, et surtout, il n'y a aucune régulation par l'environnement. C'est-à-dire, ni par les résultats, en fait, et surtout ni par l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun frein aux dépenses. Hein, si vous voulez, dans les structures simples, mais on le verra aussi pour d'autres structures, l'entrepreneur de maçonnerie qui n'a plus de contrat, qui a perdu sa réputation, ou bien le mauvais cuisinier, il n'a plus de clients, il meurt, hein. Il fait faillite. Bon. Mais dans les hôpitaux universités, hein, c'est le gouffre de la sécurité sociale ou c'est le gouffre des budgets, hein, ça explose. Hein. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en ce qui concerne l'éducation nationale, on vit quand même sur deux systèmes. Le système des universités soi-disant ouvertes et le système des grandes écoles, exception. Hein. Et ça, on n'en parle jamais. Hein. On parle, par exemple, d'une refondation des universités, mais on laisse le blackout sur les grandes écoles, parce que tout le monde, finalement, tient à les garder, puisque chacun veut y placer les enfants. Un autre grand type d'organisation, c'est les bureaucraties industrielles. Alors, elles ont connu l'horreur de Gauloir avec Ford, hein, c'est-à-dire la chaîne de montage, c'est-à-dire la spécialisation du travail, la compartimentalisation. Il y avait aussi Taylor. Taylor, c'est la rationalisation du travail, le geste qu'il faut, hein, que tout le monde doit suivre pour... Donc, si vous voulez, dans ce cadre-là, le régulateur principal de l'organisation, c'était la technostructure, c'est-à-dire toutes les procédures d'action, les façons de faire, d'ordonnancement, l'ordre dans lequel il faut le faire, etc., qui était le cœur de l'affaire, parce qu'on avait un cœur opérationnel, disons, très peu qualifié, hein, avec des gens qui faisaient pratiquement la même chose toutes les minutes, hein, une répétition énorme, hein, un ensemble intermédiaire qui était surtout un ensemble de contrôle, hein, du respect des procédures, hein, et un sommet stratégique qui était surtout un sommet financier, c'est-à-dire les grands choix, mais qui intervenait très très peu. Hein. Hein, chez Ford, on changeait de modèle tous les 10 ans à peu près. Hein. Donc, entre deux modèles, c'était relativement cool. Hein. Hein, ils changeaient la couleur de temps en temps, hein, mais ils ne se cassaient pas la tête. Hein. Et la logistique, effectivement, c'était les machines-outils. Et là, donc, le régulateur, c'est la technostructure, c'est très détaillé, ça marche comme du papier roulette. Hein. Et il y a quand même un régulateur extérieur, c'est l'environnement, c'est la clientèle. Si les voitures ne sont pas achetées, la boîte meurt. Hein. Alors on a l'impression que ce genre d'organisation est en agonie. Pas du tout. Hein. Ça fleurit dans les pays en voie de développement. Hein. Et les Japonais ont transformé l'entreprise fordienne de manière magnifique. Hein. Simplement en pensant à l'envers. Hein. Bon, ils ont gardé la chaîne de montage, hein, mais au lieu de faire, disons, très peu de modèles sur 10 ans, ils font beaucoup plus de modèles, mais sur 3 ans chacun. Hein. Donc beaucoup plus de variété dans les modèles, donc des séries plus courtes, mais disons beaucoup plus tentantes pour l'acheteur, parce que, en plus, c'est moins cher, hein, que les longues séries standards américaines. Hein, les Américains utiliser une main-d'œuvre, disons, très peu qualifiée, les Japonais, hein, donc très peu qualifiée, donc toute la maintenance était faite par des spécialistes, qu'il fallait payer très cher. Hein, et il y avait des arrêts de chaîne. Les Japonais font des équipes polyvalentes, avec des gens qui ont tous le bachot, et même plus, hein, et qui savent réparer, et qui font du zéro défaut. Hein, alors qu'il y avait des rebuts extraordinaires. Hein. Chez les Américains, on produit d'abord, et puis après on essaie de vendre. Alors ils avaient des stocks à la fois de produits finis, de voitures, à l'infini, hein, des stades entiers de voitures. Alors il fallait les vendre par la publicité, des remises, etc. Les Japonais ne construisent leur bagnole que lorsqu'elle est déjà commandée. Hein, mais ils vont très très vite, hein, et ils fabriquent la voiture désirée par le client. Hein.
C'est l'achat du client qui démarre la production. Hein. Finalement, on pensait que c'était un modèle qu'on pouvait pas, il n'y avait pas de concurrent. Et on s'aperçoit qu'en pensant à l'envers, on arrive à des choses incroyables. Et que maintenant, tout le monde applique, même en Europe. Hein, sauf que pour les flux tendus, c'est un peu râpé, parce que chaque fois qu'il y a une grève, hein, tous les flux tendus sautent. Il reste deux types d'organisations qui sont en fait les plus plastiques. Maintenant, c'est les structures divisionnelles. Alors les structures divisionnelles, si vous voulez, c'est là où l'ensemble intermédiaire le plus important. C'est typiquement les grands systèmes de distribution, hein, Auchan, Leclerc, Carrefour. Hein. Bon, il y a un sommet stratégique, mais qui est essentiellement financier. Hein, et on donne une large part d'autonomie, de liberté aux chefs de centres de profit. Hein, chef d'un centre Leclerc à tel endroit, etc. Hein, qui a toute liberté pour recruter son personnel, choisir ses produits. Bien sûr, il y a une liste de produits maison, mais il y en a d'autres, hein, les produits frais qu'on peut faire venir comme on veut. Enfin, hein. Et alors, bon, il y a une technostructure très, très réduite, en fait. Hein. On ne demande pas énormément de diplômes, c'est encore, si vous voulez, c'est le poumon pour tous les exclus, en grande partie. Hein. La logistique, bon, ben, effectivement, c'est les gondoles. Les frigos, ça ne va pas chercher très loin. Et il y a un personnel opérationnel. Opérationnel, c'est les caissières, etc. Bon, qui n'ont pas tellement leur mot à dire. Hein. Donc c'est l'ensemble intermédiaire qui est le véritable moteur. Hein. Et le véritable régulateur, dans ce cas-là, c'est les résultats, hein, résultats financiers. Et la dernière grande configuration, c'est une configuration assez intéressante, c'est ce qu'on appelle les adocraties, c'est-à-dire les organisations ad hoc, hein, pour quelque chose. Et en général, si vous voulez, bon, l'expérience montre que ce type d'organisation, hein, ça correspond souvent à ce qu'on appelle les jeunes entreprises innovantes, etc., sont souvent des ramifications de plus grosses entreprises, hein, mais qui exploitent en général leur système logistique. C'est-à-dire, telle grosse entreprise avait un système logistique important, mais qu'elle n'exploitait pas suffisamment. Hein. Et les ressources de ce système logistique sont exploitées par la jeune entreprise innovante. Hein, je prends un exemple simple, c'est l'exemple de la boîte de George Lucas, hein, qui a fait les Star Wars. Hein, George Lucas travaillait dans le département effets spéciaux d'une grosse entreprise, que je sais pas, la Fox, hein, ou Century Fox, là, hein, ou bien, je ne sais plus, Paramount. Donc il y avait quelques effets spéciaux, mais qui les exploitaient très peu. Enfin, hein, c'était surtout les décors, etc. Mais Lucas avait l'idée d'effets spéciaux à outrance, quasiment rien que des effets spéciaux, avec surtout les images de synthèse et la réalité virtuelle. Donc plutôt que de travailler dans la grosse compagnie, il a construit la sienne, hein, en misant tout sur ces effets spéciaux, et il travaille sur ordinateur pour des images virtuelles. Et donc il a rassemblé des tas de petits génies dans ce domaine. Hein. Donc c'est une espèce de cooptation. Hein. Et là, si vous voulez, le régulateur, enfin tout au moins l'objectif principal, c'est d'arriver au but qu'on s'est fixé. Hein. C'est pas de gagner du fric, c'est arriver à faire Star Wars. Hein. Quand on a atteint l'objectif, qu'est-ce qu'on va faire après? Et souvent, ils ne savent pas quoi faire. Et ils se transforment en bureaucratie industrielle ou en bureaucratie professionnelle. C'est le grand problème. C'est-à-dire ils ont un régulateur qui atteint l'objectif, mais une fois qu'il l'a atteint, il n'a plus. Et à moins de se choisir un autre objectif, en général, l'enthousiasme n'y est plus.
finalement, il est très difficile de repérer très vite les errements ou les erreurs d'une organisation. Parfois, pourtant, ça crève les yeux, on ne voit pas. Parce que toutes les organisations fonctionnent pareil, avec les mêmes erreurs, et que finalement, il n'y a rien qui ressort. Alors, c'est ce qui m'a amené à choisir des cas d'errement de groupes sociaux qui se sont déroulés sur des temps très longs. Et alors là, ça devient visible. Et c'est pour ça que j'ai privilégié les ouvrages de Jared Diamond. Jared Diamond, je pense que c'est un auteur très très précieux, parce qu'il se pose de vraies questions, et puis il ne tergiverse pas sur la manière d'essayer d'y répondre. Il va droit au but, sans se préoccuper si c'est de la socio, de la psycho, de l'économie, ou de la psychiatrie. Il essaie de voir ce qui s'est passé. Alors je vais m'inspirer de 3 cas de Jared Diamond, mais alors en essayant finalement de distinguer trois types d'errements. Je dirais qu'il y a un premier type d'errement qui serait des errements de conception. C'est-à-dire que dès le départ, c'était mal parti, parce que l'organisation ou le groupe humain qui s'était créé quelque part était parti sur une erreur de conception. Dans le cas que j'ai pris, ça a pris quand même 5 siècles entre le départ et l'arrivée. C'est le cas des Vikings du Groenland. Alors ces Vikings, vous voyez, ce sont ces Vikings qui ont d'abord conquis l'Islande, qui sont même allés sous le Labrador et peut-être même jusqu'au Canada. Et certains d'entre eux ont abouti au Groenland. Alors qu'est-ce qui se passe d'abord? Ils s'installent sur 2 sites de la côte ouest, l'un plutôt un peu plus au sud et l'autre un peu plus au nord. Et ils décident d'élever là-bas des vaches, des moutons et des chiens. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que sur les 3 petits mois de l'été, ils ramassent suffisamment de fourrage pour nourrir ces bêtes en étable pendant le reste de l'année. C'est-à-dire sur 3 mois. Alors, en plus, il n'y a pas beaucoup d'herbes au Groenland. Donc, ils décident de vivre à la viking au Groenland. Alors, entre-temps, ils n'ont plus de bateaux parce qu'ils n'ont pas de bois au Groenland pour réparer les leurs, et encore moins pour en construire. Donc, ils se privent de tout commerce avec les autres vikings et de toute pêche. Curieusement, ils n'auront jamais bouffé de poisson. Bon. Ensuite, comme ils doivent ramasser le fourrage pendant l'été, il n'y a plus personne, il faut mettre tout le monde dessus pour ramasser assez de fourrage, il n'y a plus personne pour chasser les phoques qui se reproduisent sur les plages. C'est-à-dire que l'activité de chasse aux phoques sur plage, non pas en mer ou sur la banquise comme les Inuits, or le phoque, ça va devenir progressivement leur principale nourriture. Parce qu'ils n'avaient vraiment rien d'autre à bouffer. Alors, le plus extraordinaire, c'est qu'ils vivaient à quelques kilomètres des Inuits, qui eux fabriquent des bateaux en peau de phoque, vont chasser la baleine, vont chasser le phoque partout en mer, etc., à tout moment de l'année. Et ils n'apprennent même pas d'eux, ils ne cherchent même pas à apprendre d'eux l'art de construire des bateaux en peau de phoque, l'art de chasser la baleine, l'art de chasser le phoque, etc. Et parfois ils trucident même les Inuits. Le seul commerce qu'ils entreprennent avec leurs anciens congénères, c'est d'échanger leurs quelques richesses, par exemple les dents de narval, les dents de phoque, les peaux de phoque, etc., contre des vêtements sacerdotaux ou des poutres pour construire les églises. Mais rien d'utile. Tout est pour l'apparat, parce qu'ils ont une société extrêmement hiérarchisée autour du seigneur et de l'évêque. Très hiérarchique. Et ce sont les décisions de cette hiérarchie que chacun doit appliquer quasiment à l'aveugle,
dès lors que toute initiative jugée intempestive est sanctionnée par l'exclusion. Alors, allez être exclu, hein, tout seul, dans le blizzard, vous mourrez tout de suite. Hein. Les gens étaient forcés d'adhérer au groupe, sinon c'était la mort. Alors, on a retrouvé des restes de cadavres de petits vikings, hein, donc du bas de l'échelle. Hein, ils bouffaient du phoque à 80%. Hein. Il y avait 2% de bœuf, hein, le reste c'était du caribou. Hein. Il n'y a que l'évêque. Hein. L'évêque c'est 75% de bœuf et de fromage, mais il y avait quand même 20% de phoque. Et alors ils ont disparu. Ils n'ont jamais dépassé 5000 personnes. Hein. Et ils avaient inventé quand même la stabulation libre. Hein, il y avait des étapes de jusqu'à 160 vaches hein, dans la principale ferme. Et ils se sont éteints comme ça. Ils ont disparu. Alors vous voyez, moi je dirais qu'ils ont essayé de créer un mode de vie fictif à un endroit qui ne convenait pas. Hein. Ils ont voulu commander à l'environnement alors qu'ils devaient chercher à ruser avec lui, comme les Inuits. Les Inuits étaient parfaitement adaptés et adaptatifs. Hein, et les Inuits avaient inventé des choses. Hein. Les Inuits ne pratiquaient pas tout à fait les mêmes chasses que leurs collègues du Canada, etc. Hein. Tandis que les Vikings, c'était vraiment reproduire la société viking, hein, d'où ils venaient. Deuxième cas de figure, je dirais, c'est une erreur de représentation de ce qui se passe. C'est-à-dire que la situation est vivable, mais on n'arrive pas à se représenter la solution vivable pour ce groupe humain. C'est-à-dire on se représente mal les différentes alternatives possibles, hein, et il y a le choix d'une mauvaise alternative. C'est le cas d'Haïti. Hein, si vous voulez, juste après la découverte de l'île d'Hispaniola, par les Espagnols, par Christophe Colomb, hein, cette île donc commence à être exploitée. Hein, c'est une île luxuriante, hein, d'une verdure, c'est une île tropicale. Et ils commencent à y implanter à la fois des mines, mais aussi surtout un système de plantation, hein, de canne à sucre. Hein. Mais alors, ces Espagnols se désintéressent assez vite d'Hispaniola, qui devient Saint-Domingue, parce qu'ils ont découvert le Mexique, le Pérou, avec des richesses encore plus grandes. Et à ce moment-là, ils ne retiennent que la partie la plus riche, la partie orientale, qui s'appelle maintenant la République dominicaine, et les Français s'implantent dans la partie occidentale, qui devient Saint-Domingue, et qui devient la perle de la France, hein, c'est-à-dire avec un système de plantation qui représente un quart des rentrées d'argent de la France. Hein. Alors tout ça parce qu'on a mis en train des plantations, souvent c'est des petits nobles qui ont mis en place, en important des esclaves africains. Hein, c'est la traite négrière. D'un côté, vous avez des esclaves qui ont racheté leur liberté en payant leur planteur une somme assez forte pour devenir libre. Mais il y a surtout les enfants naturels des planteurs avec les esclaves noirs. Alors ces enfants n'ont pas les droits des Blancs, mais ils ont une bonne éducation, et surtout ils sont très riches, c'est-à-dire que leur père blanc leur donne une propriété. Donc ils ont la richesse, ils ont l'éducation, mais pas l'égalité. Et lorsqu'arrive la Révolution française, hein, qui proclame liberté, égalité, fraternité, mais sans jamais penser un instant aux colonies, oui. Hein, c'était du franco-français cousu main. Hein. Pour l'élite. Les métis se révoltent en disant on veut l'égalité avec les blancs. Mais ils ne parlent pas du tout des noirs, parce qu'ils en ont besoin comme esclaves pour leur propre plantation. Les noirs ne sont pas contents non plus de leurs amis métis. Hein. Mais en même temps, les métis se font valoir de leur papa et de leurs cousins blancs. Et alors, à un moment donné, la Convention décide l'abolition de l'esclavage, les planteurs refusent, et cette fois-ci, c'est les Noirs qui se révoltent. Donc ils commencent à brûler les plantations, etc.
Entre-temps, vous avez les Anglais, les Espagnols qui viennent à la rescousse des planteurs. Hein, parce qu'eux aussi ont leurs planteurs maison à la Jamaïque, tout ça, à Cuba. Et ils ne veulent pas qu'il y ait une contamination de la révolution et de la liberté, égalité, fraternité. Et donc la République est sur tous les fronts. Elle combat les métis, elle combat les Noirs de temps en temps, elle combat les Espagnols et les Anglais. C'est le foutoir complet. Et vous avez, à un moment donné, une armée mixte, alors des Noirs, des Blancs, des métis, qui combat les Espagnols et les Anglais, et de temps en temps les métis, sous la direction d'un général noir. Toussaint Louverture. Quand Napoléon laisse entrevoir qu'il va supprimer l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il va réintroduire l'esclavage, hein, et en plus qu'il envoie un corps expéditionnaire avec le général Leclerc, Toussaint Louverture, bien sûr, se range du côté des esclaves. Et son armée, qui devient une armée surtout noire à ce moment-là, hein, va combattre le corps expéditionnaire. Alors, Toussaint Louverture s'était dit, voilà, je veux une société où tout le monde est égal, hein, tous les gens sont égaux, mais pour faire vivre tout ce monde, il faut qu'on maintienne le système de plantation. Hein. Alors d'un côté, il se dit, jamais les Blancs voudront n'être que les égaux des Noirs, hein, accepter l'égalité avec les Noirs, et de l'autre, il se dit, jamais les Noirs accepteront de continuer à travailler dans les plantations, même s'ils sont salariés. Il est dans un dilemme, en fait. Et c'est pour discuter, disons, d'égal à égal avec Leclerc, qui se rend à son habitation, à un rendez-vous. Et bien sûr, il se fait avoir, hein, il se fait arrêter et envoyer au fort de Joux, là, dans le froid des Alpes, hein, ou du Jura, pour mourir 5 ans plus tard. Autrement dit, Toussaint Louverture avait vu qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour la survie, hein, dans cette île, bon, alors qu'il n'était encore que moins d'1 million. Hein. Et il savait qu'il fallait trouver un compromis dès l'époque pour ça. Alors, une fois qu'il est parti, les armées noires battent les armées blanches, mais c'est surtout la fièvre jaune qui fait son travail. Hein. Donc les Blancs disparaissent et c'est le triomphe de la révolution haïtienne. Mais alors, ce qu'avait prévu Toussaint Louverture se passe, c'est-à-dire que chaque Noir prend son petit lopin de terre, si vous voulez, dans la plantation où il travaillait, il installe sa maison et une agriculture de subsistance. Hein. La vie à Haïti si vous voulez, continue dans la répétition, hein, avec l'idée de parcelles, de lopins indépendants, qui grignotent de plus en plus à la forêt, d'autant plus qu'il faut du bois de chauffage qu'on va essayer d'aller chercher aussi dans la forêt. Et actuellement, il n'y a plus que 1% de la superficie de Haïti qui est consacrée à la forêt. 1%. Hein, contre 25% en République dominicaine. Si vous l'avez vu de satellite, il y a une coupure incroyable, hein, de l'île. Hein, d'un côté, c'est marron, de l'autre, donc c'est plutôt vert. Hein. Mais il reste quand même que 20% de forêt, alors qu'il y en avait presque 100% aussi, hein, de l'autre côté. La grosse erreur, si vous voulez, c'était de croire qu'on pouvait survivre avec un système de parcelles. Mais alors, la seule variable d'ajustement, dans ce cas-là, c'était la forêt, qui a disparu comme une peau de chagrin. Soit pour créer de nouvelles parcelles, soit pour avoir du bois de chauffage. C'est une situation ahurissante, hein, c'est dramatique. Le troisième type d'erreur vient moins des gens de la société, de l'organisation observée, que des présupposés d'observateurs. Si vous voulez, il y a erreur, mais dans l'observateur. Notamment à propos des papous de Nouvelle-Guinée. Hein, vous savez qu'il y a des papous qu'on a découverts qu'il y a 20 ans. Hein, jusqu'à là, ils vivaient en autarcie, inconnus, donc des gens de l'âge de pierre, hein,
dont on découvre l'existence, hein, et dont on découvre aussi le grand degré d'humanité. Des gens qui avaient une langue, qui avaient une connaissance incroyable de la forêt, etc., des rites, hein, et qui prennent contact avec les Blancs. Hein. Et alors, l'un des premiers anthropologues ou ethnologues français qui a été envoyé là s'appelle Maurice Godelier. Et alors, Maurice Godelier, malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en sais rien, a été longtemps animé par une foi marxiste très orthodoxe. Alors, bien sûr, il n'a pas pu appliquer le schéma de la lutte de classe sur ces pauvres patous, mais alors il a transcrit quasiment, presque automatiquement, en lutte des sexes. En disant que les papous qu'il examinait, les barouillas, hein, avaient organisé tout un ensemble de rites pour écraser les femelles au profit des mâles. Bon, il se peut que ça soit un petit peu vrai pour les barouillas. Hein. Mais alors, quand on lit Jared Diamond, hein, on a une vision tout à fait différente de ces peuplades. Hein, parce que là, on a l'impression que les gens sont enfermés, hein, qu'ils n'existent plus individuellement. Hein. C'est une espèce de machine à imprimer des marques sociales sur chacun. Hein. Il y a les dominants, les hommes, les dominés, les femmes, et parmi les dominants, il y a une hiérarchie, hein, qui ne dépend pas vraiment de l'individu, qui dépend d'un certain nombre d'épreuves qu'il a réussi. Bon. Alors quand je lis Jared Diamond, c'est très différent. De même que dans l'Europe et l'Amérique industrialisée, coexistent en Nouvelle-Guinée traditionnelle des sociétés conservatrices qui résistent aux mœurs nouvelles, c'est-à-dire aux mœurs occidentales, et d'autres sociétés novatrices qui s'empressent de les adopter. Hein? Le résultat, c'est qu'avec l'arrivée de la technologie occidentale, ce sont les sociétés les plus entreprenantes qui l'exploitent pour triompher de leurs voisines plus conservatrices. Donc ce n'est pas une lutte des hommes et des femmes, mais en fait c'est plutôt une compétition entre des groupes ethniques qui sont plus ou moins novateurs ou conservateurs. Alors, il cite en exemple les Daribi, hein, qui ont à peine prêté attention aux premiers hélicoptères qui se posaient chez eux. Bon, eux sont très conservateurs, ils se foutent des objets techniques. Hein. Tandis que les Chimbu étaient déjà prêts à l'affréter. Hein, eux, ils voulaient déjà l'acheter, ou tout de mal louer. En ajoutant par la suite que ceux-ci, donc les Chimbu, ont investi dans la région de ceux-là, c'est-à-dire les Daribi, hein, et en ont fait leurs ouvriers agricoles, c'est-à-dire en fait les plus ouverts au progrès, ben, en fait ils ont quelque peu asservi les autres. Hein. Alors, j'ajoute, hein, c'est dans mon texte là, on nous rétorquera peut-être que la projection marxiste Godelier fait place à une projection capitaliste chez Diamond. Mais au moins, celle-ci s'accompagne-t-elle d'une note plus optimiste et valorisante pour les papous. Hein, il ajoute ceci. Il y a des Edison en puissance parmi les néo-guinéens que je connais. Mais ils ont consacré leur ingéniosité à des problèmes techniques appropriés à leur situation. Hein, ce que pose la survie, sans possibilité d'importation, puisqu'ils étaient coupés du reste du monde, en plein cœur de la jungle, plutôt que ceux de l'invention de la photographie. C'est-à-dire qu'effectivement, leur problème d'adaptation dans ces jungles de Nouvelle-Guinée était tel qu'il fallait vraiment des trésors d'ingéniosité pour les surmonter ou pour s'y adapter, hein, et qu'ils avaient développé cette capacité créative. En guise de postface à ce film, nous pouvons affirmer « Les humains peuvent agir intentionnellement pour s'adapter à leur environnement, mais à condition de changer leur mode de pensée, de décision et d'action organisée. » De Mailly, dans ce film, s'appuie sur les travaux de 4 chercheurs pour nous inciter à réfléchir
à nos modes de fonctionnement, mais aussi de dysfonctionnement en groupe, dans les organisations ou en société. La gestion stratégique des entreprises dépend entre autres de leurs caractéristiques structurelles, des objectifs poursuivis, des ressources allouées et des types de régulation mis en œuvre pour s'adapter à leur environnement complexe qui peut être concurrentiel ou se dégrader progressivement. Ces régulations sont difficiles à percevoir et peuvent susciter bien des conflits. En outre, les humains sont souvent victimes de leur propre rationalité limitée. En effet, elles tentent à perpétuer des habitudes, un mode de vie familier, adapté à un contexte donné. Or, ce mode de vie révèle parfois et semble inapproprié à un nouvel environnement. Ce fut le cas des Vikings du Groenland, qui ont disparu faute de pouvoir s'adapter aux contraintes de leur nouvel environnement, contrairement aux Inuits qui, eux, ont survécu. La rationalité limitée incite également à se conformer aux intérêts à court terme d'individus dominants qui contrôlent les organisations. Ces derniers ne veulent pas ou n'arrivent pas à anticiper les effets catastrophiques à long terme de leurs décisions pour la société, voire l'humanité. De nos jours, ces effets sont pourtant observables. Par exemple, destruction de l'environnement, déforestation, gaspillage des ressources locales dont l'eau potable, réchauffement du climat qui accentue les catastrophes naturelles avec pour conséquence l'érosion de terres cultivables, inondations soudaines. De nombreuses organisations intergouvernementales comme le GIEC ou le WWF ne cessent de le démontrer par leurs publications. Nos erreurs d'observation, de représentation et d'explication du fonctionnement écosystémique de la nature nous empêchent d'anticiper et donc de décider pour agir à temps. Dans son livre sur les travaux de Simon, publié en 2005, De Mailly nous engage à agir intentionnellement au niveau individuel et collectif. Il écrit, page 185, « L'homme organisationnel ne choisit pas son labyrinthe, mais au moins y choisit-il des objectifs qu'il va tenter d'atteindre avec les moyens du bord, les ressources de sa rationalité procédurale et de cet environnement particulier. L'artificiel surgit au moment où l'homme ne s'en tient plus à ce qui est, mais évoque ce qui pourrait être, autrement dit, des possibles. D'un côté, il est physique et soumis aux lois de la nature. De l'autre, il répond à un projet en fonction duquel il est jugé. En résumé, l'homme n'est pas passivement ou réactivement adaptatif, mais intentionnellement adaptatif. Cette citation nous incite à lire ou relire les écrits de De Mailly pour cerner la pensée originale, modeste et toujours à la recherche d'applications utiles. Haïti a connu de nombreux drames au cours de son histoire. Colonisation, esclavage, dictature. Hélas, c'est encore le cas de nos jours. Pillage par des bandes organisées mafieuses et armées. Soyons confiants dans les capacités humaines à développer des construits organisés qui préservent et renforcent le bien commun. Ainsi, en 2013, le programme des Nations Unies pour l'environnement a été mis en place en République d'Haïti et en République dominicaine avec l'aide de la Norvège, pour développer une coopération frontière verte
afin de revégétaliser et de mieux gérer les ressources de cette île. Des pépinières ont été créées pour fournir des arbustes aux brigades de reforestation des deux pays frontaliers. Ce programme a permis d'engager les populations vulnérables dans un travail dont les générations futures pourront bénéficier. Les chercheurs issus de diverses disciplines, droit, économie, gestion, soulignent la nécessité de rendre plus opérationnels les engagements pris en RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Voir par exemple les livres de Trébul et Usan en 2011 ou Gon et Igalens en 2020. La psychologie sociale du travail et des organisations prend part aux travaux de recherche et d'intervention qui contribuent à comprendre les erreurs humaines, portant notamment sur les représentations des risques naturels, mais aussi artificiels dont nous sommes responsables. Voir par exemple les livres de Lévi Boyer en 1980, Moser et Weiss en 2003, ou le numéro de la revue Pratique psychologique coordonné par Ratto et Weiss en 2011. Des décisions et des actions urgentes doivent donc être prises. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a déclaré à la COP27 « L'humanité a un choix, coopérer ou périr ».